d'être venu ce soir une nouvelle fois. Du coup, ce soir, ça va être sur le lighting et sur le, comment dire, le temps réel, le lighting, l'approche un petit peu théorique et pratique en fait sur ces nouvelles technologies. Du coup, on a deux invités de prestige ce soir. Donc, il y a Olivier Martini et Mathieu Métro qui sont là ce soir pour vous faire une super conf. J'en doute pas. Du coup, il y aura vraiment on va dire une petite demi-heure, enfin un petit peu plus d'une demi-heure sur, on va dire, le regard d'Olivier sur le temps réel et toutes les questions qu'on peut se poser dessus vis-à-vis de quelqu'un qui a l'habitude de faire du lighting en précalculé. Et après, on a vraiment un regard pratique sur l'aspect temps réel dans une production, le lighting et pas que, et qu'est-ce que ça implique derrière. Donc voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois de venir chaque mois. Donc je vois de nouvelles têtes, donc c'est encore mieux. Voilà, je vais laisser la parole à Olivier et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à tous, effectivement. Merci Kevin pour cette introduction. Alors, effectivement, aujourd'hui, alors je vais prendre la manette, ça sera peut-être plus simple pour manipuler le PowerPoint. Aujourd'hui, donc, un level up sous signe du lighting. Avec comme titre, en tout cas, pour ma conférence, je crois que c'est avec moi que ça ne veut pas marcher. Eh ben, c'est pas grave, on va faire ça avec le clavier. Une phrase bien célèbre du cinéma qui est « lumière, moteur, action ». Et vous allez voir pourquoi au fur et à mesure. Il y a le micro qui ne marche pas maintenant. Ça va? Oui. Prends celui-là. C'est celui-là qui décolle. C'est bien fait, tout les erreurs techniques. Ouais, tout va bien. Là, ça va. Là, c'est bon. Donc, lumière, moteur, action, une phrase bien célèbre du cinéma. Et vous allez le voir au cours de cette présentation. Alors, qui je suis, oui, il va y avoir plein de gifs vachement marrants. Donc, Olivier Martini, donc 17 ans à peu près, oui, presque 18 d'expérience hein, dans l'industrie. Et du coup, actuellement, superviseur lighting chez Micros Animation. Alors, j'ai travaillé chez eux sur plusieurs projets d'animation. Donc les Astérix, Captain Underpants, Sherlock Gnomes. J'ai aussi une expérience dans GFX en live action, donc notamment à Londres chez Cinesite et Framestore. Et aussi dans le jeu vidéo chez Quantic Dream où j'ai collaboré sur le projet Detroit Become Human. Et je suis aussi intervenant du coup en lighting à l'Institut Georges Méliès où en fait j'aide en intervention sur le rapport au lighting et au cadre et au message qu'on véhicule en fait à travers la narration par l'éclairage et le cadre. Donc le temps réel et Unreal, comment ça m'est tombé dessus et pourquoi? Alors des opportunités et des rencontres comme beaucoup de choses hein. Donc d'abord effectivement avec Quantic Dream qui est effectivement pour moi une boîte qui est à la croisée des mondes, donc à la croisée du cinéma, de la CG et donc forcément du jeu vidéo. Moi qui ne suis pas un gamer, ce qui m'attirait vraiment avec Quantic Dream, c'était toujours cette main tendue vers une image toujours plus cinématographique. Et d'ailleurs quand ils m'ont engagé à l'époque, ils étaient justement à la recherche de profils qui venaient donc de l'animation ou du cinéma. Et d'ailleurs, j'y ai rencontré un chef-op, donc Émeric Montouchet, qui a collaboré avec moi donc, du coup, dans le département lighting et qui m'a appris beaucoup de choses effectivement sur les méthodes de tournage. Moi, je lui ai appris d'autres choses sur la CG et nous avons appris tous les deux effectivement sur les contraintes du jeu vidéo et tout ce qu'il fallait mettre en place pour qu'un lighting fonctionne bien. Mais ça a été déjà la première grosse claque du temps réel. Hein. Ce n'est pas Unreal, c'est leur moteur propriétaire, mais c'était déjà ma première grosse claque par rapport au temps réel. Ensuite, alors je n'ai pas travaillé chez Dontnod, mais c'était dans le cadre d'un entretien avec Dontnod où voilà, j'ai dû passer un test. Et donc là, c'est la première fois que je touchais à Unreal Engine, c'était Unreal Engine 4,
Donc du coup, ils m'ont fait une scène, un projet. Donc j'ai dû tripatouiller Unreal que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et là, c'était la deuxième grosse claque où je me suis dit, waouh, attendez, là, j'ai un outil qui me permet d'aller même au-delà du lighting, de manipuler ma caméra, de jouer avec les optiques, de faire mon propre grading, en gros, de devenir mon propre chef opérateur. Terme, justement, du cinéma de tournage. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte du potentiel et du fait que Unreal pouvait potentiellement être le turfu. Et des rencontres, donc dont Kevin Bertelli ici présent, que j'ai rencontré au sein d'Ellipse, qui était déjà à fond dans Unreal, Larsen Liberian Shoriva Diop, que vous avez déjà vu à un autre level up sur l'animation, Quentin Chauvet aussi, qui a fait le level up le mois dernier, Bastien Chauvet, et nous avions tous un point commun, même si nous n'avons pas pu utiliser Unreal chez Ellipse, c'est de gamberger sur une façon de produire et de fabriquer mieux en fait l'animation avec Unreal. Et ça ne nous a pas quitté, d'où l'initiative ici du level up. Donc la révolution Unreal, oui, mais laquelle? Et c'est là que se situe vraiment tout mon point ce soir. Alors d'abord, Unreal Engine 5, c'est une véritable, enfin la dernière version d'Unreal, c'est une véritable révolution technologique, déjà avec le système de Nanite, qui est en gros un système de LOD avancé, géré entièrement par le moteur, où en précalculé, nous devions peut-être juste faire plusieurs modèles justement de niveau de détail pour pouvoir ensuite justement optimiser les choses au niveau de nos environnements. Or là, vous pouvez mettre autant de polygones que vous voulez, le moteur s'en charge et va justement, sans perte de qualité, vous optimiser votre décor. Il y a aussi la tessellation dynamique qui est apparue avec la dernière version, qui permet de rajouter du détail ou d'en enlever à la volée. Et chose qui ne me concerne plus directement, Lumen, et il y a aussi le path tracing. Alors Lumen, ça a été vraiment le gros coup de poing, en tout cas pour moi en tant que lighter, parce qu'à l'époque où j'avais touché à Unreal, justement Unreal 4 ou même chez Quantic, la GI, c'est-à-dire la Global Illumination, n'était pas dynamique. Il fallait béquer les ombres, il fallait béquer la GI. Dès que vous bougez un objet, il fallait effectivement à chaque fois refaire un bec. Maintenant, c'est fini. Enfin, en tout cas, là, vous bougez un objet, la GI est dynamique, les ombres sont dynamiques, tout se passe correctement. Et vous avez aussi à côté le path tracing, qui est encore une autre méthode. Le path tracing, bon, c'est un path tracer, hein, donc les gens du précal connaissent déjà aussi ce que c'est qu'un path tracer. Et là, vous voyez la différence du coup entre effectivement un rendu Lumen et un rendu path tracing. Alors peut-être pas, parce que c'est peut-être un peu petit, mais effectivement, vous avez une différence de qualité dans le fait que le path tracing est physiquement beaucoup plus correct, mais aussi beaucoup plus coûteux. Mais relativement beaucoup moins coûteux qu'un moteur de rendu qu'on utilisera en précalc. Vous avez eu aussi les MetaHuman qui d'année en année s'améliorent. Le control rig qui est apparu aussi, donc qui nous permet de riguer nos personnages et pourquoi pas aussi plus tard d'animer en keyframe directement dans Unreal en temps réel. Et d'autres choses, alors qui ne dépendent pas d'Unreal Engine 5, hein, mais vous avez la Virtual Cam et le Tech Recorder, qui là par exemple au dernier GDC, vous aviez carrément le chef-op de la démo Captain America qui filmait en fait un décor en temps réel sur scène. Et ici en bas, vous avez en fait la démo de ce qu'on peut faire en termes de réalisation avec les Virtual Cam et le Tech Recorder. Alors, Unreal Engine 5, comme je vous l'ai dit, ça m'a permis vraiment d'élargir en fait mon domaine de compétences qui n'est que le lighting, entre guillemets. Ou, si je devais encore faire cette analogie avec le plateau, je ne suis qu'un électro. Mais là,
j'ai pu faire mon propre layout, donc être mon propre cadreur. J'ai pu faire mon propre grading. Ici, c'est quelques exemples de petits tests que... Pardon, je me trompe de bouton à chaque fois. De petits tests que j'ai fait moi-même sur Unreal en reprenant des scènes que Epic donne sur leur market. Et donc, j'ai pu être mon propre chef-op, en fait, quelque part. Tout comme quelqu'un qui fait du modeling, du shading et du set dressing pourrait être son propre chef déco, pour continuer sur l'analogie. Et comme un animateur peut être véritablement un acteur en animant directement en temps réel dans un contexte d'éclairage et d'un décor complètement shadé. Alors, bien sûr, Unreal, c'est pas un long fleuve tranquille. Pour les gens qui ont touché à Unreal, ça demande quand même une certaine dose de dévouement, on va dire, parce que ça demande vraiment de réfléchir autrement à la façon de fabriquer. Alors, je vais être justement très fair-play avec le précalculé et en comparant justement avec les plus et les moins entre le précalculé et le temps réel. On va commencer par les moins avec le précalculé, donc on va aller très très vite, vous pouvez lire. Donc le précalculé, pour moi c'est la réactivité, c'est le temps de latence qui... en fait, ça forge une patience d'être lighter, très franchement, en précalculé. La recherche incessante d'optimisation, due beaucoup souvent par la lourdeur de data qu'on reçoit en fin de chaîne et sur lesquelles on ne peut pas forcément avoir la main, à part si vous avez encore un département à SAV sur des assets qui vous posent problème. Et dans ce cas-là, voilà, mais c'est un problème du différé, du précalculé, justement. Les délais de plus en plus courts, là c'est plus de façon globale, les délais de plus en plus courts, les budgets de plus en plus réduits. Une fonction, à mon sens, un peu réductrice. Comme je l'ai dit, je ne suis que l'électro, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire quand on est électro aussi. Il y a beaucoup de choses techniques à avoir en tête pour justement faire une installation qui marche. Tout comme en lighting, il faut avoir un bon background technique pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe derrière, pouvoir lire les logs et débugger les choses. C'est coûteux en licence, c'est coûteux énergétiquement, c'est très important ce point-là. Et ça peut être coûteux en termes de staff aussi. Et ça nécessite plusieurs DCC et forcément ça décentralise beaucoup les datas. Les moins du temps réel, donc on va parler d'une certaine limitation pour le final pixel, donc l'AOV workflow. Un layering limité, même si ça a tendance à s'arranger avec la dernière version. Et donc on a l'impression que ça donne un éventail esthétique limité. Donc passons plus très vite aussi. Le précalculé, donc forcément c'est le roi du final pixel. Le layering, voilà. Enfin, toutes ces méthodos, en fait, l'éventail de choix de la direction artistique. On a aussi une écurie d'artistes et techniciens rompus aux méthodes, parce qu'on bénéficie quand même de 40 ans d'images, de synthèse, de CG, qui font que les méthodologies ont vraiment on a une large expertise et vraiment un bel historique en fait en termes de méthodologie sur la CG. Quant au temps réel, les points positifs, on n'a qu'à prendre les points négatifs du précalculé et faire l'inverse, tout simplement. La réactivité, donc qui dit réactivité d'itération plus rapide, donc forcément un gain de qualité, car plus on va itérer, plus on va rajouter en qualité, ainsi de suite. Une parallélisation aussi des départements, une centralisation des datas, car la plupart, enfin le DCC principal va être Unreal, le temps de rendu forcément, l'optimisation qualitative via Nanite, du physiquement correct en temps réel, une belle panoplie de tools et le coût énergétique. Et aussi, qui n'est pas le moindre, une gratuité, alors toute relative depuis la 5.4, mais le seuil est quand même très large, je pense, même pour une moyenne boîte. Et surtout la communauté des users de Unreal. Alors, justement, je vais parler de l'écosystème des users de Unreal. Alors, quand je regarde la salle, en tout cas quand j'ai regardé la salle jusqu'à présent au Level Up, alors, à l'applaudimètre, qui vient de l'animation? Bon, ça s'arrange. Ça s'arrange. Oui, parce que
j'ai été forcé de constater qu'effectivement, pour le film d'anime ou la série d'animation, les gens étaient quasi absents ou timides. Enfin, c'était assez discret. Alors pourquoi? Peut-être parce que Unreal semble trop compliqué, trop d'investissement par rapport à des choses sur lesquelles on s'est déjà investi en précalculé et qui ont coûté de l'argent. Trop tôt pour en parler car en développement, dommage, parlez-en justement. L'utilisation partielle en fait de l'outil Unreal, soit qu'en prévise, soit qu'en moteur de rendu. Ou alors, est-ce que ce sont les limitations dont on a parlé sur le tableau précédent, justement pour le lighting et le compositing? Alors, et pourtant, il y a beaucoup d'initiatives qui ont poussé justement l'animation à se jeter dans Unreal. Et d'ailleurs, là, vous avez deux sizzle reels de 2022 et 2023, si je ne me trompe pas, où vous voyez la variété de productions animées qui sont sorties via Unreal. Il y a eu aussi le système de l'Epic Megagram, qui était une sorte de mécénat, justement, où Epic finançait les boîtes pour développer des courts-métrages et des workflows et un pipeline autour de Unreal, la promotion des fellowships, des bootcamps aussi, pour amener encore plus de graphistes, et pourtant, voilà, vous voyez, il y a pas mal de projets d'animation, alors peut-être qu'ils n'ont pas été assez exposés, ou alors la tendance du marché. Et la tendance du marché, elle est effectivement sur casser la 3D. Donc ici, vous avez trois exemples concrets. Alors j'en place une pour Micros Animation pour les Turtles, donc Spider-Verse et le chapeauté. Effectivement, on a quand même une variété assez réduite encore pour le moment en termes de rendu sur Unreal. Donc, on est sur du photoréalisme ou de la 3D dite classique, un peu pixarienne, voilà. Mais tout de même, est-ce que c'est impossible? Je ne pense pas, et je vais vous montrer 4 exemples justement qui montrent le contraire, dont un primé aux Oscars. Donc il y a quelques années déjà, The Third Floor qui avait fait ce court-métrage, Sky Tribe, qui a utilisé Unreal en tant que moteur de rendu. Donc vous voyez, hein, on est clairement dans cette esthétique qui cherche à faire oublier la 3D, du Painterly, des FX 2D, l'animation en step. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'en behind the scene, ils utilisaient surtout Unreal comme moteur de rendu. Il y a Steamroller qui, il y a 2 ans, ont sorti ce court-métrage avec Space Frontier, donc en vue de financer une série. La série est en cours de fabrication en ce moment. Et comme vous le voyez, on est clairement dans une esthétique très disneyenne, donc c'est possible aussi, donc avec un type de cadrage, un type de montage, quelque chose qui marche, qui fonctionne très très bien. Et surtout, ce que j'aime avec Steamroller, c'est cette idée qu'ils amènent de build-up de shot, ou de shot build, où en fait, ils vont justement empiler toutes ces compartiments de la fabrication en un seul point, pour pouvoir monter petit à petit et itérer dessus et arriver au final pixel, le fameux final pixel tant convoité. Et vous avez RealFX avec Supergiant Robot Brothers qui est diffusé sur Netflix. Alors on est toujours dans cette envie de 2D, bien que là la 3D soit totalement assumée dans le type de cadrage, les focales et même dans les designs des personnages. Et aussi tout simplement parce qu'il y avait cette sensation d'échelle à mettre en avant. Donc, et ce qui est intéressant aussi chez eux, c'est justement l'utilisation du tournage avec la Virtual Cam et la mocap. Alors ce n'est pas nouveau la Virtual Cam, c'est pas nouveau la mocap, ça fait 20 ans qu'on utilise tout ça, mais là, sous le prisme du temps réel, ça se transforme en autre chose. Et là, nous avons Electroleague en collaboration avec WetaFX, avec War is Over qui a été primé comme meilleur court-métrage d'animation, qui eux ont poussé la gamberge plus loin, en tout cas, ont totalement assumé la motion capture et aussi ont poussé le rendu pour avoir quelque chose justement qui est dans la veine de maintenant, donc le Painterly, les lines. Et ils ont totalement assumé l'animation réaliste et ont itéré au fur et à mesure dessus pour atteindre leur final pixel.
Est-ce possible donc d'aller aussi loin qu'un Turtle ou qu'un Spider-Verse to be continued? Mais de ce que je vois là, je pense que oui. En tout cas, il faut continuer à penser et continuer à élargir justement le champ des possibles. Mais c'est déjà écrit, mais je vais le dire quand même. Est-ce que la révolution se situe vraiment uniquement sur l'esthétique? À mon sens, non. Les exemples précédents donc, ont montré qu'on pouvait effectivement faire autre chose que du photoréalisme et de la 3D classique. Mais surtout, ce qu'ils ont vu avec Unreal, c'est une façon justement de fabriquer plus aisément via Unreal, en rendant un workflow traditionnel plus réactif, en créant donc un nouveau pipeline et qui va s'inspirer justement de ces méthodes de virtual production et de tournage mocap. Mais l'animation en temps réel n'est pas vraiment encore incluse. Là, je parle de l'animation keyframe, mis à part la mocap, mais toujours récupérée via des exports. La virtual production partiellement, car quid du lighting en temps réel certes, mais aussi différé. Et le workflow plus réactif, mais néanmoins toujours aussi linéaire. Donc avec la pré-production qui commence toujours par l'idée importante, parce que ce que nous faisons en tant que fabricant de dessins animés, c'est servir l'histoire, servir l'idée, donc la forme au service du fond. Et donc du coup, ici vous regardez, ce qui va nous intéresser, c'est la ligne du milieu. Donc regardez bien au début, nous avons donc le layout, le travail du cadre, et après plusieurs étapes de fabrication, nous arrivons enfin au lighting. Confrontons ça avec le workflow d'un tournage plateau. On y arrive. Donc le tournage plateau, donc toujours l'idée essentielle, et toute cette fabrication au service de l'idée. Regardez bien, donc ici, bon, c'est très schématisé effectivement, mais là, filming, donc le travail du cadre avec le lighting et l'acting ici au milieu, tout se fait au même moment. Donc le moment où on va concrètement fabriquer le film, fabriquer le langage du film et la cinématographie, se passe au même moment ici. Ici, il est complètement différé et espacé en fait, dans toute la chaîne de production en animation. Et voilà, j'en arrive au point que je veux avancer justement, et par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, par rapport au principe de tournage et au build-up de shot, ce que permettrait Unreal, c'est justement de revenir à l'essence même de ce qu'est notre art en fait. La narration et la cinématographie. Et réconcilier entre guillemets le workflow d'animation avec le workflow de son grand frère, de sa grande famille, qui est juste le cinéma. Le cinéma d'animation, c'est du cinéma. Et donc, si... Ah, pardon. Voilà. Si nous arrivons à rejoindre le layout et le lighting, nous pourrions effectivement créer un autre genre de département qui serait effectivement la direction photo en animation, en tournage. Là, il manque un élément. Donc là, j'ai le layout, donc le cadrage et le lighting, mais il y a un autre élément essentiel qui est l'animation dans le cadrage. Donc un changement de workflow, pourquoi? Parce que on arrive à un moment donné où le pipeline, le workflow est en confrontation avec des envies. Donc des envies. Donc on a un workflow qui marche beaucoup en différé et on a des envies de simultanéité. C'est dur à dire. Le workflow, alors notre workflow actuel, il est vieux d'un siècle. Hein, ça marche. Hein, c'est pas le problème en fait. Hein. Ça marche avec les outils actuels, avec la façon dont on marche, donc avec le précalculé et avec l'animation 2D. Mais avec Unreal, ça n'a plus de sens. Le vrai problème, effectivement, là, c'est la désynchronisation du coup avec l'outil et les envies de simultané et l'optimisation du temps à la fois financier, humain et aussi énergétique. Et pour moi, seul le temps réel réussit à déverrouiller cela et serait la solution. Alors pourquoi pas Unreal ?
Donc, aller vers un nouveau modèle de fabrication, puisqu'on est vraiment à la rencontre des trois mondes. Donc, la rencontre des trois mondes, c'est le cinéma, des méthodes du jeu vidéo, notamment l'animation en temps réel, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous appuyez sur des boutons, il y a des animes banqués et qui font qu'on drive en fait des actions, et ces actions vont pouvoir être filmées à travers une caméra en temps réel dans un décor lighté. Donc du coup, plus de réactivité, plus d'itération, plus de qualité d'implication artistique et technique, une facilité de mise en place, mais c'est surtout le retour du travailler ensemble, l'élargissement du champ d'action. Et pour cela, il faut remettre en question un certain ordre des choses pour que ça marche correctement, justement, avec le temps réel, parce qu'on est en temps réel. Alors, pas de logique, hein, effectivement, hein, pour une industrie qui est l'animation, que l'animation soit au centre de tout, mais le but, ce n'est pas de déposséder l'animation de son piédestal, mais c'est d'en faire un piédestal commun, une nouvelle locomotive, en fait, autour de la façon dont on va construire le shot. Et donc, ramener toutes les composantes du cadre réunies et ne pas les travailler en différé. Et la solution serait celle de revenir justement au tournage grâce au temps réel. Donc, bref récap du workflow live action, donc la pré-prod, storyboard, dépouillement, préparation des costumes, des décors, des intentions artistiques. Et ensuite vient la prod où on est sur le plateau et effectivement, vous avez déjà tout prêt. Les décors, peints, construits, les light sets mis, les caméras posées, et viennent les acteurs et action. Ensuite, c'est dans la boîte, étalo, post-prod, son, etc. Et en principe, si tout se passe bien, une exploitation. Appliquons cela au cinéma d'animation. Donc, ici, il y a toujours la pré-prod et la post-prod. Et ici, j'explique que toute la section pré-prod serait découpée en deux parties. Donc la pré-prod qui ressemble à peu près à celle du workflow du tournage, mais il y a aussi la prépa de shooting, où là, on va se mettre à construire tout ce qu'on doit construire pour que ça soit prêt pour le moment du shooting. Et nous arrivons effectivement au shoot, où vous avez l'équipe chef-op, l'équipe environnement, qui est l'équipe déco, chef déco, le réalisateur, les animateurs on-set avec leurs manettes, et action. Ensuite vient la post-prod, qui pour moi est différente de la post-prod qu'on imagine justement précalculée, où ce serait plus de l'ordre de l'idée du shot building que Steamroller exposait, où on va itérer au fur et à mesure pour affiner, 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 et arriver ensuite au final pixel. Donc nous avons enfin les trois entités. Tout à l'heure, nous n'avions que le lighting et le cadrage, et là maintenant nous avons l'animation en temps réel, soit mocapé, soit keyframe avec une banque de posing, pour arriver justement au shooting. Donc nous passerions d'un workflow classique, linéaire, où on travaille au shot, où vous avez de multiples DCC et plein de départements qui marchent en différé, à ce workflow qui serait plus vu en termes de séquence, car lorsqu'on va tourner, on ne va pas tourner un seul shot, mais tourner une séquence entière. Et justement, là, vous voyez, il y a moins de démultiplication de DCC. Vous avez deux DCC en plus que Unreal, mais tout se passe dans Unreal. Aussi bien le storyboard que l'animatique. Et cette partie-là, qui est l'itération, en fait, enfin l'assembly de plusieurs départements, donc le layout, le VFX, le lighting et l'animation, qui se déroulent au même moment, et sur lequel on va itérer, itérer, itérer pour arriver justement à la sortie, puis au grading et au final pixel. Et là vous me direz, mais par rapport au workflow précédent, où se passe le compositing dans tout ça? Alors justement, beaucoup de gens me disent, mais c'est la fin du compositing, ton truc. Non, à mon sens, encore une fois, non, ça vient je pense, d'une mauvaise conception de ce qu'on pense du workflow qu'on peut faire dans Unreal.
Pour moi, le compo se passe ici, est infusé au niveau du loop dev. Car le principe d'Unreal, contrairement au linéaire, au précalculé, où on va, nous, au lighting, exploser en fait en différentes couches pour recomposer du final pixel derrière en compo, tout se passe à ce niveau-là, au niveau du loop dev, où, quelque part, shading et compo peuvent marcher de consort pour justement fournir ici à l'assembly le rendu qui devrait sortir directement de l'export rendu. Et le final pixel se trouve déjà directement ici et il n'y a plus que du grading à faire, idéalement. Alors il y a plusieurs outils actuellement disponibles donc, pour ça, donc je vais refaire le truc, je les ai eu tout à l'heure, séquenceur, Tech Recorder, le Night, le Post-Process Tool, la Virtual Cam, l'Human ou le Path Tracing, le Control Rig. C'est une nouveauté ça qui se trouve dans le Movie Render Queue, qui est le Movie Render Graph, qui permet de faire du layering. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le layering était limité, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place à ce niveau-là. Et le Multi-User Editor, qui permet à différents départements sur un plateau de travailler ensemble en même temps, donc le layout, l'éclairage, l'animateur, tout ça sous contrôle du réalisateur si possible. Donc en conclusion, enfin, donc je vais vous parler surtout des bienfaits en fait de tout ça, artistique, technique, mais aussi philosophique, parce que ça me tient à cœur. On est vraiment voilà, dans cette industrie du cinéma qui, des fois, j'ai cette impression-là, a tendance à se perdre plus dans des problématiques techniques, plus de l'ordre du debug que de l'image réellement. Et j'ai la sensation qu'Unreal, malgré toute la technicité qu'il faut aussi derrière, pour bien comprendre, peut nous amener justement à nous concentrer un peu plus sur ce qu'on doit véhiculer à travers un film et à travers une œuvre en fait. Donc à travers l'image. On est du cinéma. Donc on doit se concentrer sur ce qu'on dit dans chaque plan. Chaque plan est un mot, dans une séquence qui est une phrase. Et c'est important d'avoir un outil qui puisse justement nous amener à nous approcher un peu plus de ça. Donc le workflow dont je vous ai parlé, effectivement, n'est pas du tout faisable en précalculé, car trop latent, trop différé. Ce workflow aussi, comme en plateau, laisse place à l'accident, on va dire, heureux, mais peut-être beaucoup moins coûteux qu'en plateau ou qu'en CG, justement. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a une sorte de réappropriation du sens de nos métiers, dans le contexte cinématographique, justement. Il y a même des moments où je me suis senti réapprendre mon métier, en fait, clairement. Et c'était rafraîchissant. C'était pas flippant du tout, mais c'était même très rafraîchissant. Ce qui est important, c'est aussi la réunification, la collaboration, l'enrichissement des compétences, justement, l'échange que pourrait permettre le tournage plateau en animation, et justement un gain de qualité en termes d'implication humaine, que la fin du différé par Unreal pourrait nous permettre. Voilà, merci. Ça m'a paru très très long, mais je m'en suis sorti. En tout cas, voilà, si vous avez la moindre question, j'attends déjà pas de discussion. Oui, alors attends. Vas-y. Ouais, je me permets, tu as précisé que le compo était au niveau du loop dev pour toi. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on a besoin du lighting. Alors, justement, il y a une chose que je n'ai pas dit, il y a des outils, en tout cas, tu te souviens d'Oscar Mata à Bruxelles ? Bien sûr. Alors, justement, ce collègue a développé un outil qui s'appelle République RT, qui est assez hallucinant, et qui permet justement, c'est une sorte de système de tournette, comme on a en 3D traditionnel, qui permet justement d'intégrer l'éclairage que tu pourrais avoir en contexte de film est déjà préparé, et qui permet de tester en fait sur ton modèle l'éclairage. Mais du coup, tu peux aussi tester via le shading ton compositing.
En fait, ton compositing ne va pas se passer en post-prod. Il est infusé en fait au niveau du shading directement. Donc, ce qui fait que ta sortie lighting, en quelque sorte, sera ton rendu que tu aurais à compositer plus tard, en précalcul. Ok, merci. Voilà. J'aurais une autre question. Vas-y. On est de la génération d'avant. Ouais. Toi, tu vois tout le potentiel des itérations Oui. et de la qualité qu'on va pouvoir apporter d'une version à l'autre. Mhm. Ce qui permet de faire mûrir des idées, faire mûrir et prendre le temps de faire germer un beau projet très qualitatif. Oui. Est-ce que de par ton expérience, est-ce que tu vois pas le risque? Je sais où tu vas venir. Tu me vois venir? Vas-y. De la quantité versus qualité, c'est-à-dire que à l'image de, je sais pas, Netflix pour pas les citer, on va avoir débouler pléthore d'œuvres qui seront malheureusement de moins bonne qualité simplement parce que c'est facile et que tout le monde peut le faire. Alors non, c'est pas justement ce que je vise. Alors après, c'est encore c'est ce que j'appelle moi le complexe du marteau. Ça dépend comment tu t'en sers. Tu vois, un marteau, tu peux blesser quelqu'un comme tu peux planter des clous et faire quelque chose de beau. Donc c'est le même débat avec l'IA hein, quelque part. Justement, ça dépend de comment tu t'en sers. Si effectivement tu as des producteurs peu scrupuleux, oui, tu vas avoir un bon nombre de merde, ça c'est sûr pour parler clairement. Si tu as derrière des gens qui ont une vraie idée, une vraie vision, là par contre, on peut en profiter justement. Et c'est ça qui est intéressant. Voyons plutôt le... Alors ça c'est mon côté naïf et positif, hein, fleurbeux et compagnie, mais voyons plutôt le côté justement positif de l'outil et comment on peut s'en servir pour créer de la qualité plutôt que de se dire ouais bon il y aura des connards qui vont faire autre chose, mais il y en aura toujours, tu vois. Donc, voilà. Oui, du coup, au niveau de ton lighting, dans la découpe que tu fais, est-ce que tu as déjà un lighting, entre guillemets, tu as un pré-light qui est fait un peu à la façon d'un tournage en fait. Très souvent, on va avoir une première passe avec le chef-op, etc. Et est-ce que du coup, tu as ce pré-light qui est fait en fait dès l'étape de layout, etc. C'est justement, alors si je retourne sur l'un des slides, c'est justement ce à quoi... Ah bah non, ça c'est hop, et voilà, top, hop, hop. Et je vais revenir plutôt sur celui-là. C'est exactement ce à quoi sert la prépa shoot, en fait. C'est-à-dire, mais ce que j'aimerais faire, en fait, bon, effectivement, on peut faire un pré-light, mais à mon sens, le pré-light vient d'un défaut, justement, du précalculé qui marche en différé, où on a besoin de lancer les choses, donc on a besoin de paralléliser les choses, mais avec un outil qui n'est pas fait pour ça. Donc on a effectivement des choses qui ne sont pas terminées, on est obligé de lighter dessus. Avec le temps réel, on a une telle réactivité à tous les niveaux que, oui, on peut faire du pré-light, mais autant pousser le délire dès la prépa shoot, en fait. Comme ça, au shooting, c'est prêt, on n'a plus qu'à shooter. Okay. J'ai un petit truc à ajouter du coup là-dessus, justement. C'est moi, en ce moment, je suis CG Sub sur un film d'animation réalisé sur Unreal. Et en fait, là, on a les équipes qui font le layout et le décor en Belgique, c'est fait par Dreamwall. Et en fait, moi, je fais les pré-lights des décors. En fait, quand ils commencent à... Je vais prendre le micro plus large. Je fais les décors, je fais le lighting en fait dès qu'ils ont un bout de décor pour qu'ils puissent en fait faire le surfacing derrière. Et en fait, j'itère après avec la personne qui fait le color board et le lightboard. Comme ça, en fait, on réagit aussi en fonction de ce que le moteur est capable de faire. Et comme ça, en fait, on arrive à affiner un truc où on fait pas trop de surfacing, on fait pas trop de modé, on fait pas trop de lighting et on arrive à trouver un juste milieu où derrière, après, on enchaîne. Ça permet de faire un espèce de loop dev itératif, etc. Et j'ai oublié de dire un truc super important quand je vous ai dit merci. Je voulais dire merci surtout à Kevin, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Olivier. Je vais du coup passer la main à Mathieu. Merci encore et puis merci pour le choix. J'ai 40 ans, voilà.
demandez tous. Bonjour à tous, je suis Mathieu Métro, cofondateur de Shards CGI avec mon collègue et néanmoins ami Romain Trimaille qui se cache au fond de la salle. Et nous sommes connus pour avoir fait la saison 2 de Mush Mush et les Champottes, diffusée sur Canal. Et du coup, je vais vous parler de lighting dans un contexte de production de séries d'animation. Donc tout ce que je vais dire, c'est dans un contexte très spécifique et dans l'état actuel de nos recherches. Unreal, c'est des outils qui évoluent très vite. On le voit depuis la 4.27 jusqu'à maintenant la 5.4, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, pour le mieux, souvent. Mais du coup, on va parler du coup lighting et on va pas dire que du bien d'Unreal. C'est ça qui va être drôle. Donc, une petite présentation. Présentation du lighting sur un 52 x 11. Je vous fais une rapide présentation du workflow. Donc, c'est un workflow hybride. Comme parlait Olivier, le but, ce serait peut-être de passer sur quelque chose de bien plus fluide et parallèle. Mais là, du coup, c'était une saison 2 avec beaucoup d'éléments à conformer de la saison 1. On parle de 700 assets, une quarantaine de décors à rebalancer dans Unreal, à conformer. Donc une rapide preview du pipeline. Donc on reçoit les animatiques de par la boîte de production, la cabane. On le met dans un outil fait maison, qu'on a appelé le Master Tool, de manière très prétentieuse. Et donc ce côté... ça commence. Donc on a un ingest automatique qui va récupérer le casting, qui va faire donc la création du casting, le découpage des shots. Dans Unreal, en parallèle, on va avoir la création des shots. On va avoir automatiquement la cam qui va être installée, un overlay de l'animatique, les décors évidemment, l'ambiance et le casting. On passera après au layout, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, on le verra après. La conf layout, donc le but c'est de faire un miroir dans les scènes Blender, puisque le but c'était de rester sous Blender, puisque les assets avaient été faits sous Blender dans la saison 1. Le but c'était pas de refaire des rigs. Donc on fait un miroir des scènes Blender, une version allégée et modifiée des décors. On envoie la cam, les assets qui sortent du layout, à l'animation qui a été fait donc autour du minuit, autour du volcan. On récupère en conf-anim, toujours dans notre merveilleux Master Tool, on ingeste les alambics qu'on remet dans nos scènes Blender en mesh séquence cache, pour ceux qui connaissent un peu Blender, sur nos assets finaux, les renders. On exporte tout et on remplace dans les scènes lighting. Et donc après, en parallèle, les FX, le lighting classique, on fait les rendus et une passe de compositing. C'est là où je vais faire du coup un parallèle avec ce qu'a dit Olivier, c'est qu'il va y avoir des postes qui vont être presque mixés. Donc comment on a utilisé nous le lighting? Je suis désolé, c'est un miro, c'est très brouillon, ça ressemble à mon cerveau actuellement, mais j'espère que ça va être lisible. Nous, on a rendu Mush Mush sur la 5.0 Early Access. Donc c'était une idée, encore une fois, très prétentieuse, qui a fait peur beaucoup de gens, notamment Epic, qui nous ont dit très clairement c'est gentil, testez, mais nous on ne vous suivra pas parce que c'est trop dangereux, c'est pas fait pour de la production. On l'a fait, on a pris un pari, c'est sorti, on est content. Donc, pas de Lumen à l'époque, le Lumen venait tout juste de sortir. Donc on a utilisé les anciennes technologies, le rasterizer. Donc le rasterizer, en soi, ça a un peu d'importance maintenant parce que c'est complètement obsolète. C'est complètement obsolète, mais ça serait le fonctionnement comme on pourrait refaire la série sous Lumen actuellement. Donc c'est une technologie d'approximation de la Global Illumination, un peu comme Lumen, mais bien plus old school. Donc comme je disais, c'était le choix parce que Lumen était vraiment trop jeune. On avait une grosse incompatibilité de techno à l'époque. Typiquement, on voulait se servir absolument des Virtual Shadow Map qui étaient un banger à l'époque. Mais Lumen n'était pas compatible. Tout comme il n'était pas compatible avec tous les matériaux translucents, la végétation qui avait du vent, du foliage.
Donc autant dire que dans un sous-bois où c'est blindé de végétation, c'était pas envisageable. Donc globalement ça a marché, même s'il a fallu bricoler sur pas mal de choses. Typiquement quand vous avez un sun qui renvoie sur un landscape à l'époque, il ne renvoyait pas de lumière. Donc c'était très compliqué à gérer, mais bon, on s'en est sorti. Pareil, des petits problèmes d'occlusion. Voilà, donc ça c'est des soucis qui a priori sont réglés depuis l'humain, il n'y a pas de souci. L'utilisation donc du coup d'Unreal, du lighting au cours de la fabrication. On va faire un level, un master level, dans lequel on va mettre différents sub-levels. Je sais plus où j'en étais. Excusez-moi, il y a beaucoup de monde, il y a un niveau de stress qui est quand même assez élevé, je vous prie de m'excuser. Donc on va récupérer, on va caster automatiquement dans le layout les shots, les décors, les ambiances. Il va y avoir de la modification au niveau du layout sur certains éléments du décor, avec de l'ajout, de la transformation ou enlever certains assets. On va récupérer ces mêmes décors pour le lighting rendu, et là on va avoir une grosse différence. Et c'était une contrainte, mais au final presque devenu une chance, dans le sens où c'était de la récup de la saison 1. Donc le but étant de faire les nouveaux décors, les réassembler de manière automatique. Et donc on a fait le lighting, on avait validé les ambiances très tôt dans le process. Le gros avantage, c'est que dès le layout, ils avaient le lighting qui était quasiment définitif. Et ça change beaucoup de choses, puisque... Hop, je vais changer ici. Donc on a un lighting quasi définitif dès le layout, ce qui permet une grande efficacité et de savoir où on va mettre les forces. Le gros avantage, c'est que le temps réel permet d'avoir une visualisation, un viewport très réactif, donc un confort de travail pour les équipes qui est assez exceptionnel. Ça permet aussi d'avoir les informations de lighting, donc de ne pas avoir des personnages qui vont être au layout dans des zones d'ombre, etc., qu'on verra bien plus tard dans un process de pré-calc, où il va falloir tout re-rendre, ou tout relighter, etc., donc c'est un enfer. Là, l'avantage, c'est qu'on a déjà ça à ce stade. Donc ça permet une meilleure présentation au client, ce qui permet d'avoir des taux de retech ridiculement bas. On a l'habitude de dire qu'au layout, on avait à peu près 80% en moyenne de validation en Tech 1. Ce qui permet aux équipes de ne pas avoir des shots retech en pagaille d'une semaine sur l'autre, et du coup d'avoir plus de temps pour s'appliquer et de mettre de l'artistique dans leur travail. Ça, c'est l'ADN de notre pipe, c'est que la technique ne soit pas un problème pour les graphistes, mais qui se concentre du coup sur l'artistique. Pour le coup, Unreal rentre totalement dans cette philosophie. Donc, et c'est là où on s'est un peu aperçu que les postes pouvaient presque se mixer, dans le sens où les layouters avaient des quotas qui sont très corrects, mais le font bien, rapidement, et avec des taux de retech faibles. Et du coup, on a vu des layouters qui pouvaient se permettre d'ajouter du set dress dans des shots. Donc d'agrémenter en vie, en qualité, etc., leur cadre dans une mise en scène. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai des petites vidéos, est-ce que ça marche? Hop. Voilà. On a une petite scène de layout. Ah, il marche pas le full screen. Zoom. C'est un peu aléatoire. Mais du coup, voilà, on a un layouter là qui a son shot, et du coup, sur son temps de quota, va aller piocher dans les foliages, dans la banque d'assets qu'on a mis à disposition, et va pouvoir agrémenter son cadre. Donc évidemment, attention aux faux raccords que ça pourrait entraîner sur certains shots, mais globalement, ça permet d'améliorer l'image, globalement, de ramener de la vie, de pouvoir améliorer globalement. Et c'est très gratifiant justement pour les layouters de pouvoir presque faire un taf d'environ artiste. Ah, merci, suggestion. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Où j'en étais?
Pareil, Unreal nous permet du coup un viewport très réactif et très optimisé, comme disait Olivier. Pour faire une comparaison un petit peu hâtive, on a Mushtown qui est le village principal des mushlettes, de nos personnages champignons. Et c'était un décor qui était très très lourd en saison 1, à tel point que le village était scindé en 7 fichiers Blender, tellement il était lourd. Là, on a pu le mettre directement dans un seul level, avec le lighting, les shaders, tous les éléments, les végétations qui bougent, etc. Donc c'est quand même plaisir pour les yeux et un confort de travail conséquent. On était environ 20 FPS sur cet énorme décor. Donc, si on passe directement au lighting, donc les étapes d'après, là aussi, les postes se sont presque mergés naturellement. Dans le sens où le fait que les shots soient validés rapidement, qu'il n'y ait pas de pièges dans lesquels on tombe dans le précalque où effectivement on voit qu'il y a un truc qui va passer au rendu, on repart 3 postes en arrière pour tout relancer et attendre une nuit d'avoir son image finale. Là, l'avantage, c'est que, pareil, les shots arrivent très très propres dès le niveau du lighting. Et on va avoir une équipe lighting qui peut faire du vrai lighting, pour une fois. Il n'y a pas besoin d'attendre une ouverture comme anciennement sur Blender. J'imagine que ça a beaucoup évolué, je ne veux pas être mauvaise langue. Mais elle va permettre d'ouvrir ces scènes, de faire du lighting au shot. Donc c'est pareil, un gain de qualité qui serait assez conséquent. Là où on mixe un petit peu, c'est qu'on va prendre de l'avance sur le grading, sur le compo presque. On a tous nos persos qu'on a fait dans Unreal. On les a, on leur a mis ce qu'on appelle un MPC, donc c'est les Material Parameters Collection, qu'on expose, et on va pouvoir faire le grading au shot avant même de rendre l'image finale. Donc ça va rendre la dernière étape de compositing bien plus légère, où ça va être juste une sorte de polish, donc le trait classique, contraste, saturation, vignette, etc. Et le gros avantage ici, c'est que toutes les modifs qu'on va avoir fait, là par exemple si on a mis de la lumière sur l'élite ou changer drastiquement sa couleur, les éléments qui sont maintenant et l'AGI globale va prendre ces infos. Donc on va plus avoir le problème du compo avec des masques où on va falloir détourer, etc., avoir des problèmes de liseré, potentiellement de motion blur, de depth of field, etc. Donc voilà, on mixe un petit peu ces étapes pour rendre un compo plus léger. Même pas, on le met déjà en fait dans l'étape lighting. Donc c'est une manière assez efficace de travailler et qui marche vraiment très bien. Rendre des masques de compo dans Unreal, c'est une véritable tannée, c'est pas comme ça qu'il faut, pour moi, le voir. Le fait de manquer de masques pour l'équipe compo, ça peut être frustrant quand il faut s'occuper de problèmes très spécifiques. Bon. Mais c'est une manière de travailler différente. Le lighting, avantage économique et écologique, bon, ça c'est pas une nouvelle, même si c'est assez récent. On commence à avoir des premiers chiffres. Le fait de rendre, et là je parle pour l'humaine, je ne parle pas du pass racer, on en viendra un petit peu plus tard. Il y a énormément d'avantages qui sont factuels. Moins de retech, ça veut dire évidemment moins de rendu à faire. On a rendu 52 x 11 minutes, donc 858 000 frames sur la saison, avec une moyenne de temps de rendu de 5 à 6 secondes par frame. C'est game changer. Ça change absolument tout dans une prod. L'exemple le plus parlant, c'est que les graphistes font leur taf le matin, ils lancent leur rendu sur la pause de midi, ils reviennent, les rendus sont sortis. Ça change absolument tout. L'avantage également, c'est de ne pas avoir de render farm. On rend tout sur les machines graphistes
Donc pas besoin d'acheter des centaines de machines. Donc ça veut dire évidemment un impact carbone maîtrisé, une consommation électrique évidemment descendue du fait du nombre de machines moindres. Pour ceci, si jamais ça vous intéresse, nous avons sorti avec notre directrice de production Anne Beignet, qui n'est pas là ce soir, une étude comparative, certes théorique, mais qui quand même est assez juste, je pense, sur un comparatif sur voilà, les mêmes volumes temps réel versus précalque. Ça commence un peu à faire parler, ça intéresse beaucoup de gens, c'est quelque chose dont on parlera demain avec Kevin à Angoulême. Nous sommes invités par l'Abocage et le pôle Magélis. On va parler de plein de choses, je fais un petit peu la promo. C'est le moment. J'allais te demander de la faire. Très bien. En gros, on va faire une conférence, une table ronde avec des professionnels. On va parler de plein de choses, notamment d'organisation, de workflow, de ce que ça change dans le milieu de l'animation. Un gros point évidemment sur l'écologie, donc ça serait bien de se soucier un petit peu dans notre milieu. Voilà, voilà, j'ai la source de cette étude si jamais ça vous intéresse. En parlant de lighting, dernier bar, côté geek, compris la vanne. Voilà, il y a différentes technos. Je ne vais pas dire qu'ils s'affrontent, mais qui sont en parallèle. Donc Lumen, dont tout le monde parle, qui a le cours évidemment, et le passe-passeur qui est un peu plus récent. Le Lumen. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Hop là. Donc c'est une techno hybride qui gère l'AGI de manière interactive et dynamique, comme le disait Olivier. C'est une techno hybride qui est un peu obscure. Même moi, j'ai du mal à comprendre comment ça marche. Ça mélange du ray tracing, du screen space. Ça se base sur les mesh distance field. Quand vous importez un squelettal dans une reel, il va générer une espèce de couche, voilà, une sorte de champ de force sur lesquels... Oui. J'en profite justement, parce que il y a Étienne Dubois qui est présent ce soir, et le prochain Level Up, ça sera, en fait, c'est un peu le behind the scene de Unreal. En fait, il va nous expliquer un peu précisément comment Lumen et Nanite fonctionnent. Voilà, je le tease un peu, mais il va nous faire un déroulé un peu de l'image, comment elle se crée, et derrière les technologies. Bah, je suis très chaud, mais du coup, je vais dire des dingueries, ça se trouve, qui vont être complètement à côté de la plaque. Pardon, et au mois prochain. Je suis content. Le pass-tracer, du coup, comme le disait Olivier, c'est une technologie qui se rapproche bien plus des moteurs de rendu pré-calque, donc avec du vrai lancer de rayon pour le coup. Chacun ont leurs avantages, chacun ont leurs inconvénients. On va faire un très rapide état des lieux sur Lumen. Principaux avantages, donc ça va être la rapidité du rendu, évidemment, qui est un fait, qui est indébattable, qui change absolument tout dans la manière dont un workflow et un studio peut s'organiser. Le viewport, proche le WYSIWYG, je ne sais pas si vous connaissez le WYSIWYG. What you see, what you get. Bon, c'est un peu vieux. Mais en gros, voilà, ce que vous avez au rendu, c'est normalement, en théorie, ce que vous avez... au viewport, c'est ce que vous avez au rendu. Le pass-tracer en avantage, la précision des matériaux. Évidemment, c'est pareil, c'est un fait. Les réflexions, les anisotropies que lui-même ne peut pas gérer. Une lumière mathématiquement correcte, en tout cas physique. Précision des shadows, voilà. Donc c'est un vrai lancer de rayon. On va retrouver des performances qui sont proches de pré-calque. Ça gère évidemment les transparences, les translucent shadows, les volumétriques, le motion blur et le depth of field qui sont pareil, physiques. Et puis on pourrait faire, comme tu disais tout à l'heure, l'inverse du Lumen où les défauts de l'un sont les qualités de l'autre. Les inconvénients de Lumen, c'est la précision de l'AGI qui marche bien, qui s'améliore de fou, mais pour du photoréalisme ou de l'ultra-réalisme, c'est compliqué. Des petits problèmes souvent de virtual shadow, ça c'est un grand classique, une caméra qui bouge. Je parle en configuration d'origine de Unreal, attention. Une caméra qui va bouger, ça va être des shadows qui vont se construire au fur et à mesure. Par exemple, si vous avez beaucoup de végétation, ce genre de choses, ou des cheveux. Des cheveux, du fur, c'est très compliqué. Lumen ne gère pas les miroirs. On en a fait les frais il n'y a pas longtemps en faisant des tests justement sur une salle où il y avait des miroirs. C'était très intéressant. Mais Lumen est totalement hors de propos à ce moment-là.
Des artefacts de lumière de shadow, pareil, c'est un grand classique. Le path tracer, les inconvénients, ben, c'est un peu dit dans le nom, hein, des performances proches d'un rendu physique dit temps de calcul à la hauteur. Donc on n'est plus sur des secondes la frame, on est sur des dizaines de minutes, voilà, c'est tout de suite autre chose. Difficulté à travailler tel quel dans le viewport, donc ça peut se maîtriser dans le sens où on peut bosser en lumen et on passe au dernier moment en path tracing pour pouvoir checker les derniers presets. Un noise assez présent, 6 samples insuffisants, bon ça fait partie de la techno, c'est assez classique. Le denoise marche bien mais est très violent, voire trop violent, ils ont peut-être tendance à manger les textures si jamais on veut vraiment quelque chose de très précis. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Là j'avais... Bon, alors j'ai des scènes de démo mais qui sont volontairement moches. C'est vraiment des tests faits pour l'occasion, c'est vraiment pour voir les différences. Ah. Donc voilà, c'est des tests de lab. Donc là on a du nanite, donc globalement ça marche bien, il y a une volumétrique qui est correcte. Ah oui, ça va très vite. Tu peux zoomer un peu. Bien en boucle. Donc voilà, il n'est pas spécialement parlant, mais voilà, j'ai du verre. Bon, après, les matériaux vraiment ont été faits à l'arrache, hein, j'annonce. On a de l'émissif. Si je fais la même chose avec le path tracer, on va avoir des vrais verres, on va avoir des translucents de shadow, qui sont très intéressants. On va avoir voilà, une vraie volumétrique qui va prendre les lumières, les shadows, etc. Donc ça devient tout de suite très intéressant. Par contre, effectivement, en lumen, j'étais à 3 secondes la frame. Ici, on est x10, on est à 30 secondes. Ça reste acceptable, mais bon, si on zoome dedans, c'est blindé de noise, il n'y a pas de denoiser. Enfin bref, c'est vraiment un exercice de style ici, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais une petite playlist, hop, avec un petit fighter qu'on avait fait. Et donc là, c'était vraiment pour montrer également la différence entre un path tracing et un lumen. Donc lumen, globalement, ça marche bien, même si on va avoir des artefacts. En path tracer, on a quelque chose de bien plus précis, mais évidemment bien plus long et plus noisy. Je veux pas de commentaires sur l'animation, je ne suis pas animateur, c'est dégueulasse. On est d'accord. Donc voilà. On a des petites choses à montrer si jamais ça vous tente. Donc là, voilà, c'est un petit test de depth of field. On voit que voilà, il y a des ombres qui saccadent, des artefacts. Encore une fois, les scènes sont stock, elles sont d'origine à Unreal. Et là, on va parler de contrôle, justement, de rendu. Les contrôles de rendu, il faut bien avouer, sur Unreal, c'est rudimentaire. On peut le dire comme ça. Ici, en lumen, vous avez ce genre de boîte pour avoir des paramètres de rendu. Ici, en lumen, donc c'est pareil, en path tracing, c'est assez rudimentaire, c'est le nombre de rebonds, c'est le nombre de sampling, etc. Si on veut aller plus loin, il faut rentrer dans les CIVAR. Les CIVAR. Alors, j'ai hésité à faire un montage avec un gros dézoom et une musique très épique. Bon, j'ai eu la flemme. Mais globalement, voilà. Tout ça, ça va prendre par cœur. Non, en vrai, c'est pour la blague. Là, il y en a 5800, je crois, mais c'est pour tout le moteur d'Unreal. Rassurez-vous, pour le spécifique au rendu, il n'y en a que 2400. Bon, voilà. Donc, ça va faire du coup un écho à ma conclusion. Donc, choisir les technos pour un pipe. Encore une fois, on parle dans un contexte d'animation, c'est pas pour faire des projets perso, etc. Là, pour faire ce que vous voulez. Donc, une critique, entre guillemets, à faire. Donc, c'est des moteurs qui sont jeunes, pour le coup, sur lesquels on a assez peu de recul, assez peu de visibilité.
Les contrôles des paramètres de rendu limité sans rentrer dans les sivars, bon bah ça il y a un moment on est obligé de mettre les mains dedans et ça va demander beaucoup d'implications personnelles, des cheveux en moins, beaucoup de recherche. Voilà, ça me fait plaisir que les gens confirment, je voulais pas juste dire du mal d'Unreal, mais bon a priori ça a l'air de faire consensus et ça fait plaisir. Dans un contexte de prod, encore une fois, une R&D intensive, c'est obligatoire. Nous, avant de se lancer, on a passé 8 mois à tester. Et même ça, j'ai envie de dire que c'est à peine suffisant. Il faut faire une séquence complète, il faut tester tous les éléments qui sont disponibles. Sachant que voilà, toutes ces sivars qui sont à disposition, j'ai pas trouvé de preset qui marche pour tout. Il y a des configurations qui sont spécifiques. Vous voulez faire un décor à ciel ouvert, vous voulez faire de l'architecture fermée, vous voulez faire de l'animation, vous voulez faire du fur, vous voulez faire des effets d'eau, de fumée, ce que vous voulez. Il faut à chaque fois checker, passer, je ne vais pas dire un par un, les sivars, mais il faut chercher absolument pourquoi ça ne marche pas, comment ça marche. C'est frustrant, c'est des nerfs compliqués à gérer, mais bon, là, il faut le faire et c'est là que l'expérience peut faire la différence. Donc un poste technique obligatoire quand on se lance dans une prod, il faut absolument, pour moi, un référent technique qui a déjà une expérience là-dedans. Les moteurs étant jeunes, ceux qui ont pris de l'avance, entre guillemets, partent avec des bonnes cartes, puisque ça peut être des référents techniques. Toutes les technos ne sont pas encore compatibles pour tous les projets. Évidemment, vous allez l'humaine, alors attention avec des gros guillemets, je vais prendre des grosses pincettes sur ce que je dis, mais l'humaine, vous n'êtes pas parti pour faire de l'ultra-réalisme avec. Par contre, vous voulez faire du trailer de jeu vidéo, du côté cartoon, du côté stylisé, ça s'y prête pour moi carrément. Le pass tracer, on est déjà bien plus dans justement le choix, enfin en tout cas le projet de faire du photoréalisme, de l'architecture par exemple, si on veut avoir des verres qui gèrent très bien une bonne translucent shadow, des caustics ou une bonne transparence. En lui-même, c'est pas possible en l'état. Les technos ne sont pas toutes compatibles entre elles, même si ça commence un peu à se lisser. Nous, on l'a vu surtout à l'époque où, typiquement, l'humaine pas compatible avec les Virtual Shadow, c'était quand même une tannée. Tout n'est pas encore compatible. Ça s'améliore vite, heureusement, avec Epic qui sort des releases tous les 2 mois, même si c'est un peu calmé. Sortir des passes de compos, c'est compliqué. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt dans le sens où il faut essayer, au stade où on en est, de sortir la plus belle image possible, un peu comme du live où en fait on traite les images sorties comme des rushs et non pas comme des passes de compos à recompositer. On peut se poser la question de la pertinence d'un pass tracer qui du coup fait reculer les temps de rendu par rapport à des concurrents qui gèrent historiquement, qui gèrent bien ce genre de problème. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de questions qui sont posées. Maintenant, le choix des technos, ça va dépendre de votre style de projet, de la qualité qui va être attendue, de la farm que vous avez à disposition ou non. Il y a plein de choses. Je vais finir par des petites images qu'on a sorties. Ils sont disponibles sur notre LinkedIn si jamais ça vous intéresse. Là, par exemple, on est en train de faire un trailer, donc un petit spoiler avec le fighter qu'on a vu juste avant. Il va y avoir de la bagarre. Voilà, on a fait quelques environnements donc en pass tracer. Donc il y a un petit peu de mégascan, il y a beaucoup de rochers et d'arbres qu'on a fait à la mano. Et donc le but c'était de tester les ambiances. Donc en pass tracer, on est très content du résultat, c'est très joli. On est sur du demi-heure, 3/4 d'heure la frame. Voilà, ça change de 3 choses. Et on a fait, justement, le but c'était de rester dans l'ambiance sous-bois mush-mush, mais de faire un sous-bois photoréaliste, ou en tout cas le plus réaliste possible.
Et voilà, ça date un petit peu. Je peux pas me mettre en premier. Ok. Ouais, c'est vrai, je peux faire ça. Bon, ça ira. Mais voilà, on a voulu faire ça. Donc ça, c'est du full pass tracer. Donc voilà, on est très content de comment la végétation rend, la translucence, etc. Là, c'est pareil, on est sur du 3/4 de la frame, environ. J'aime beaucoup ce plan. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense que le temps qui m'est accordé va s'arrêter là. Je ne sais pas si je vous ai appris grand-chose, mais en tout cas, voilà, c'était un état des lieux où est-ce que nous, personnellement, on en était. Et j'espère que ça vous donnait envie et de ne pas croire que Unreal, c'est magique. Il y a eu une grosse hype en mode on fait tout en temps réel, on appuie, ça rend. C'est pas vrai, il faut être réaliste. Il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup d'implications personnelles, il y a beaucoup de recherche. Et mais voilà, ça, le rendu qui était pour nous l'élément principal de se dire on va rendre en temps réel, on casse les temps de rendu, c'est magique, etc. Ça change beaucoup de choses, mais au final, j'ai l'impression que pour moi, le rendu, c'est devenu limite le goulot d'étranglement. En fait, il y a plein de forces dans Unreal, notamment du layout, lighting, tout ce qui concerne les blueprints, etc. C'est des forces extraordinaires qui font gagner un temps considérable et un confort de travail exceptionnel. C'est devenu, pour moi, tellement plus important, pas important, mais c'est ça, pour moi, la vraie force d'Unreal. C'est pas, à l'heure actuelle, le rendu. Le rendu, tout le monde s'accorde à dire, c'est très compliqué. Ça se fait, mais ça demande beaucoup de travail. Voilà, sur cette note un peu en demi-teinte, ça va être tout pour moi. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Non mais j'ai soif. Bonsoir. Merci d'abord pour ta présentation. Mathieu, c'est ça. Et merci aussi Olivier. On est de l'INA, on est en formation motion design. Donc du coup, nous, cette année, on vient de voir Unreal. Moi, avant, je ne connaissais pas du tout Unreal, à part vraiment pour allumer Epic Games et jouer à Fortnite. C'est toute l'utilisation que j'en faisais. Je trouve que c'est un super logiciel et, qui permet plein de possibilités. Mais après, la question que je vais vous poser ici, elle est plus... attendez, j'ai noté la question. Ah oui, c'était préparé en plus. C'est préparé. Ouais, il est avant. Elle est plus côté philosophique, en fait, pour l'adoption du coup du logiciel, plus par rapport au système des organisations d'entreprises dans le cinéma d'animation. Du coup, parce que j'imagine que pour l'instant, le cinéma d'animation, c'est quelque chose d'assez rigide. Et comme vous avez présenté des méthodes plutôt agiles, ou c'est un système d'itération qui est assez nouveau, je pense, pour l'instant, pour cette industrie-là. Je vais citer du coup Schopenhauer, qui disait que toute grande révolution passe par 3 phases. Donc la première phase, c'est une phase de déni. Après, la deuxième, plutôt de peur. Et la dernière, l'évidence. Et ma question est la suivante. Aujourd'hui, dans l'état des lieux du marché que vous avez fait et dans votre activité, à quelle étape vous pensez qu'on est aujourd'hui? Alors, est-ce que quelqu'un a une question plus simple qui n'a pas duré 3 heures? Non, je te rejoins sur beaucoup de choses. Le workflow actuellement est, je ne vais pas dire en révolution, mais en évolution, dans le sens où il y a beaucoup de questions qui se posent. Et je pense que la conférence de demain, du coup, à Angoulême, et qui va être streamée et rediffusée, va répondre à toutes tes questions, puisque justement il est question de renouvellement de workflow et de manière de fabriquer. Pour répondre à ta question de manière un peu précise, au stade où on en est, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de déni, il y a beaucoup de studios qui refusent de faire le pas, et ça peut totalement se comprendre. Adopter Unreal dans un pipeline pour faire du volume, c'est presque tout changer. Dans un point, ne serait-ce que très facile, c'est juste les machines. Il faut des machines quand même très costaudes,
On va pas changer dans un studio 500 machines, je sais pas, à 5000 ou 8000 balles la machine. Rien que pour ça, déjà, c'est un investissement qui est dingo. La formation des équipes, etc. Donc, il y a eu beaucoup de déni. J'ai l'impression que ça change, puisque effectivement, il y a quand même des grands studios qui commencent à faire ne serait-ce que des pôles Unreal, à défaut de passer totalement des prods entières sur Unreal, mais au moins des pôles de recherche ou voilà, pour des plus petites prods, ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est en évolution. Les écoles commencent à s'intéresser globalement aussi à Unreal. On est beaucoup approché justement par des écoles qui commencent à mettre ce cursus pour la première fois sur ces premières années où on arrive à avoir du Unreal. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de recherches pour le peu de professionnels qui connaissent réellement Unreal. Donc au stade où on est, j'en sais rien. Ça s'accepte, c'est lent, et en même temps ça se comprend, parce que comme je te dis, c'est beaucoup d'évolution. Quand tu as mis le nez effectivement dans Unreal et que tu vois que tu vas passer 6 mois à rendre une séquence, je peux comprendre aussi que des grands studios se disent c'est pas viable, parce que ça prend de l'inertie. Nous, on a démontré que c'est viable quand même, malgré beaucoup d'efforts. C'est pas pour tout le monde, j'ai envie de dire. Non, en vrai, j'ai pas envie d'être médisant. C'est jeune. Je sais pas quoi te dire d'autre, ça avance pour moi dans le bon sens. Unreal 5.4 promet des grosses améliorations au niveau des temps de rendu du pass-tracer. J'ai pas encore mis les mains dedans, je saurais pas dire à quel pourcentage on peut descendre. Ça avance, c'est une évolution, et voilà. Donc merci pour ta réponse. Et du coup, j'en profite aussi pour, je sais pas si c'est retranscrit en live aussi, mais pour dire du coup merci à Larson. C'est grâce à lui du coup qu'on a pu toucher le logiciel, il nous a pas mal aidé, même à distance, il a fait le taf. Et du coup, comme je disais, on est de l'INA et on cherche des alternances. Voilà. Moi, j'en profite aussi pour faire la culture. Il y en a ici qui cherchent des alternances. Du coup, là cette année, on est en motion design. Avant ça, je fais un petit saut en arrière pour dire que merci pour toute la culturation que vous faites. Moi, je vous considère un peu comme des cyberpunk du temps réel. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Et donc voilà, si vous avez des contacts à proposer, par pitié, pour des alternances, on serait vraiment très content de travailler dans une entreprise qui savent nous accueillir. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le compliment. C'est vrai que le sujet des stages et des alternances, c'est un sujet qui est énorme. On ne va pas forcément aborder le sujet ici parce que ça libère certains sentiments, et je comprends. Je sais que c'est très compliqué pour vous. Nous, on est une toute petite boîte, on est entre 4 et 15 selon le travail qui est demandé, et pour être honnête, on a une dizaine de demandes de stage et d'alternance par jour. Et on est tout petit. Donc on essaie de faire, entre guillemets, ce qu'on peut. On accueille de temps en temps des stagiaires, on essaie de faire les choses bien, dans le sens où on a une philosophie qui a envie de changer les modes de fonctionnement des grosses boîtes, des fois qui peuvent être un peu archaïques, de ne pas faire des prods avec des stagiaires, etc. Je trouve ça inadmissible, je suis extrêmement à cheval là-dessus. Donc on essaie de faire les choses bien, dans le sens où on défraie les stagiaires, on les paye même si ça dure moins de 2 mois. Bon, on essaie de faire les choses bien et surtout de leur apprendre quelque chose. Les stagiaires, c'est pas des forces de travail gratuites, ça serait bien de le rappeler à certaines personnes. Mais... En tout cas, à notre échelle, on essaie de changer les choses et on espère que ça va donner un exemple à d'autres. Mais courage, je sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup. Oui, merci Mathieu. Je vais écourter parce que si vous avez des questions, de toute façon on est là. Donc n'hésitez pas après en haut au frais un petit peu, parce qu'il commence à faire chaud ici. Voilà, ça a duré un peu longtemps. Donc voilà. Merci à Mathieu, merci à Olivier. Merci encore d'être venu. Je vois qu'il y a des réguliers, de nouvelles têtes, donc un grand merci à vous. Et puis je vous retrouve
en juin pour la dernière édition de l'année scolaire, si on peut dire. On repassera le retour en septembre.